BFM Business, 60 minutes business, l'invité. 60 minutes business et on revient sur la situation en Russie. 8e train de sanctions adopté la semaine dernière par les 27, l'Europe qui espère étrangler l'économie russe, en particulier son industrie d'armement. On en parle avec vous, Olivier Attias, vous êtes avocat en droit international au cabinet Auguste Debouzy. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Bon, on va quand même préciser que pour le moment, l'économie russe n'a pas l'air de finalement tant souffrir que cela de ces trains de sanctions qui se succèdent. L'économie peut-être pas, mais c'est difficile à dire si la population, elle, ne souffre pas. Elle a plus accès à un certain nombre de biens qui étaient exportés vers la Russie. Et il y a peu d'informations sur le sujet qui sortent de Russie. Donc que l'économie n'en souffre pas, ça serait un économiste de le dire, mais je sais que pour la population locale, la situation n'est pas forcément simple. En quoi un 8e train de sanctions va changer les choses? En quoi cet alourdissement des sanctions progressives peut les empêcher finalement? C'est sûr que ce 8e package est peut-être moins impressionnant que les précédents, puisqu'on arrive peut-être au bout d'une logique, il n'y a plus grand-chose à sanctionner, mais on a rajouté encore de mémoire 7 milliards d'euros en termes d'interdiction d'importation de biens russes, des personnes sanctionnées supplémentaires. Une petite nouveauté également, c'est que pourront être désormais sanctionnées les personnes qui assisteraient au contournement des sanctions, et ça c'est une nouveauté, donc ça peut aussi freiner un petit peu tous ceux qui interviennent à l'extérieur de la Russie pour aider les personnes sanctionnées à continuer à travailler. Donc tout ça c'est une pression supplémentaire. Je pense qu'on jugera à la distance si cela fonctionne. Jean-Marc. Et est-ce que sur le plan international, sur le droit international, les personnes sanctionnées ont des recours? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les Russes dont les comptes ont été bloqués peuvent faire des recours? Est-ce que les entreprises qui ne peuvent plus travailler avec la Russie ont des recours? Et la deuxième ordre de question, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est-à-dire, il y a une vingtaine de pays qui sont sur sanctions. Est-ce qu'il y a une spécificité russe par rapport à l'Iran, le Sud-Soudan ou le Nicaragua qui sont dans la liste des pays sous sanctions? Alors, sur votre première question, oui, il y a des recours, et heureusement d'ailleurs. On est dans un État, on est en Union européenne, c'est un régime démocratique. Donc oui, toutes ces personnes sanctionnées ont un recours. Beaucoup d'entre elles d'ailleurs exercent ces recours devant les tribunaux donc, de l'Union européenne. Il est possible de contester la mise sous sanction, et il y a beaucoup de procédures en cours. Alors ce sont des procédures longues, puisqu'il n'y a pas de procédure d'urgence, mais il y a toujours la possibilité de faire des recours contre ces décisions. Et d'ailleurs, lors du renouvellement des sanctions, puisque les sanctions doivent être renouvelées tous les 6 mois, lors du dernier renouvellement, quelques personnes ont été délistées. Alors, c'était des doublons, c'était des personnes parfois décédées, mais voilà, il y a eu des délistements. Et il y a des recours possibles. Alors là, ce sont des recours longs. Sur votre deuxième question sur la Russie, c'est tout de même la première fois pour l'Europe qu'il y a quelque chose de cette envergure. C'est la première fois encore que vous avez à la fois l'ensemble des grandes zones occidentales qui se coordonnent pour mener un tel régime de sanctions. Vous parliez de l'Iran. L'Iran, il n'y a pas de sanctions en Europe qui sont à la hauteur, par exemple, des sanctions américaines contre l'Iran. Donc il y a quelques mesures sectorielles sur le secteur de la défense, mais les mesures contre l'Iran avaient été levées à l'époque de l'accord qui avait été conclu avec l'Iran il y a quelques années. Donc c'est la première fois qu'on a un régime aussi lourd en Europe, qui est suivi évidemment par l'ensemble de l'Union européenne, mais par d'autres groupes occidentaux et partout dans le monde. Donc quelque chose de cette ampleur, c'est la première fois. Quelles sont les conséquences pour les entreprises françaises? On sait qu'on ne peut pas toutes les mettre dans le même panier. Elles ont décidé elles-mêmes de faire ce qu'elles faisaient, c'est-à-dire de rester sur le territoire russe ou de se retirer. Mais concrètement, est-ce qu'on peut parler des difficultés qu'elles rencontrent aujourd'hui, 8 mois après le début de ce conflit en Ukraine? Oui. Celles qui ont décidé de rester, et il faut quand même le préciser, elles avaient le droit de rester. Ces groupes français, américains, anglais qui sont toujours en Russie, ils le sont parce que les mesures de sanctions ne les visent pas ou ne visent pas leur activité. Donc il n'y avait pas de raison juridique de quitter la Russie, sachant que quitter la Russie implique de licencier, de faire un certain nombre de mesures qui peuvent être très préjudiciables pour le groupe, mais également pour les salariés de ces groupes. Alors aujourd'hui, les difficultés sont immenses. Des difficultés d'approvisionnement, évidemment, pour ces entreprises, ces filiales russes de groupes étrangers, des problématiques de paiement aussi, puisque le système bancaire est quasiment paralysé, donc il n'y a plus possibilité de paiement d'un point de vue purement pragmatique entre la Russie et par exemple l'Europe.
l'argent de Russie ne peut pas remonter, ou très difficilement, en Europe. Donc on rencontre de plus en plus de difficultés. Et la loi de mobilisation qui est intervenue récemment accentue, si ce n'est les difficultés, au moins les inquiétudes. Ça oblige les entreprises, d'une certaine manière, cette mobilisation des hommes sur le conflit. À ce stade, ça n'oblige pas, mais ça, comme je disais, ça soulève des inquiétudes. Cette loi de mobilisation, outre le fait que, parce que ça vise les hommes à ce stade, mais les hommes ou réservistes qui travaillaient dans certaines filiales de ces groupes étrangers ont soit été mobilisés, soit pour la plupart sont partis et ont fui. Donc évidemment, ça crée de la désorganisation pour ces filiales locales. Mais surtout, au-delà de cette mobilisation des hommes, il y a un risque, non encore avéré, puisque à ma connaissance, ces mesures-là n'ont pas encore été prises, mais il y aura la possibilité peut-être, dans le cadre de futurs décrets pris par le président Poutine, de mobiliser les ressources de ces filiales, mobiliser les hommes de ces filiales pour participer à l'effort de guerre. Est-ce que dernièrement, les entreprises, parce que finalement elles en parlent peu de leur activité en Russie, les entreprises françaises, elles restent assez discrètes. Est-ce que vous avez constaté un mouvement de départ? Est-ce qu'elles ont peur pour leur réputation? Quel est leur comportement pour la plupart? La plupart se renseignent, recherchent des avis, c'est difficile comme question. Il y a un risque réputationnel. Il y a un risque évidemment réputationnel, mais elles sont quelque part entre... D'un côté, elles devraient peut-être partir pour ce risque réputationnel, mais de l'autre côté, si elles partent, c'est un risque également pour les personnes et les dirigeants locaux. Puisqu'en Russie, il y a des mesures qui ont été prises pour empêcher justement les entreprises de partir. Et ce risque va jusqu'à l'emprisonnement. Donc, que peut faire l'entreprise française, si on prend celle-ci, soit pour sa propre réputation, débrancher et abandonner les personnes sur place, soit essayer d'une situation plus attentiste, essayer de voir comment la situation évolue, tout en maintenant un minimum d'activité pour ne pas mettre les personnes à risque. Donc, c'est un choix qui est assez cornélien pour ces entreprises et ces groupes. Et on rappelle effectivement que le gouvernement n'a pas donné de consignes claires sur Juste une question. Est-ce que les entreprises françaises qui sont obligées de plier bagages seront indemnisées, dédommagées d'une façon ou d'une autre? Elles essayent de céder, mais la cession qu'elles font de leurs activités sur place se fait à un montant extrêmement symbolique. Donc, en grosso modo, elles perdent tout. Elles vont tout perdre, oui. Merci beaucoup, Olivier Attias, d'être venu nous voir, avocat en droit international au cabinet Auguste Debouzy. Merci d'être venu. Merci.